Chapitre 1. Critique du marxisme. Jusqu'à ces temps-ci, tous ceux qui ont éprouvé le besoin d'étayer leurs sentiments révolutionnaires par des conceptions précises ont trouvé ou cru trouver ces conceptions dans Marx. Il est entendu, une fois pour toutes, que Marx, grâce à sa théorie générale de l'histoire et à son analyse de la société bourgeoise, a démontré la nécessité inéluctable d'un bouleversement proche où l'oppression que nous fait subir le régime capitaliste serait abolie. Et même, à force d'en être persuadé, on se dispense en général d'examiner de plus près la démonstration. Le socialisme scientifique est passé à l'état de dogme, exactement comme on fait tous les résultats obtenus par la science moderne, résultats auxquels chacun pense qu'il a le devoir de croire, sans jamais songer à s'enquérir de la méthode. En ce qui concerne Marx, si l'on cherche à s'assimiler véritablement sa démonstration, on s'aperçoit aussitôt qu'elle comporte beaucoup plus de difficultés que les propagandistes du socialisme scientifique ne le laissent supposer. À vrai dire, Marx rend admirablement compte du mécanisme de l'oppression capitaliste, mais il en rend si bien compte qu'on a peine à se représenter comment ce mécanisme pourrait cesser de fonctionner. D'ordinaire, on ne retient de cette oppression que l'aspect économique, à savoir l'extorsion de la plus-value. Et si l'on s'en tient à ce point de vue, il est certes facile d'expliquer aux masses que cette extorsion est liée à la concurrence, elle-même liée à la propriété privée, et que le jour où la propriété deviendra collective, tout ira bien. Cependant, même dans les limites de ce raisonnement simple en apparence, 1000 difficultés surgissent pour un examen attentif. Car Marx a bien montré que la véritable raison de l'exploitation des travailleurs, ce n'est pas le désir qu'auraient les capitalistes de jouir et de consommer, mais la nécessité d'agrandir l'entreprise le plus rapidement possible afin de la rendre plus puissante que ses concurrentes. Or, ce n'est pas seulement l'entreprise, mais toute espèce de collectivité travailleuse, quelle qu'elle soit, qui a besoin de restreindre au maximum la consommation de ses membres pour consacrer le plus possible de temps à se forger des armes contre les collectivités rivales. De sorte qu'aussi longtemps qu'il y aura sur la surface du globe une lutte pour la puissance, et aussi longtemps que le facteur décisif de la victoire sera la production industrielle, les ouvriers seront exploités. À vrai dire, Marx supposait précisément, sans le prouver d'ailleurs, que toute espèce de lutte pour la puissance disparaîtra le jour où le socialisme sera établi dans tous les pays industriels. Le seul malheur est que, comme Marx l'avait reconnu lui-même, la révolution ne peut se faire partout à la fois. Et lorsqu'elle se fait dans un pays, elle ne supprime pas pour ce pays, mais accentue au contraire la nécessité d'exploiter et d'opprimer les masses travailleuses, de peur d'être plus faibles que les autres nations. C'est ce dont l'histoire de la Révolution russe constitue une illustration douloureuse. Si l'on considère d'autres aspects de l'oppression capitaliste, il apparaît d'autres difficultés plus redoutables encore, ou, pour mieux dire, la même difficulté éclairée d'un jour plus cru. La force que possède la bourgeoisie pour exploiter et opprimer les ouvriers réside dans les fondements mêmes de notre vie sociale et ne peut être anéantie par aucune transformation politique et juridique. Cette force, c'est d'abord et essentiellement le régime même de la production moderne, à savoir la grande industrie. À ce sujet, les formules vigoureuses abondent dans Marx concernant l'asservissement du travail vivant au travail mort. Le renversement du rapport entre l'objet et le sujet. La subordination du travailleur aux conditions matérielles du travail. Dans la fabrique, écrit-il dans le Capital, il existe un mécanisme indépendant des travailleurs et qui se les incorpore comme des rouages vivants. La séparation entre les forces spirituelles qui interviennent dans la production et le travail manuel, et la transformation des premières en puissance du capital sur le travail, trouvent leur achèvement dans la grande industrie fondée sur le machinisme. Le détail de la destinée individuelle du manœuvre sur machine disparaît comme un néant devant la science. Les formidables forces naturelles et le travail collectif qui sont incorporés dans l'ensemble des machines et constituent avec elles la puissance du maître. Ainsi, la complète subordination des ouvriers à l'entreprise et à ceux qui la dirigent repose sur la structure de l'usine et non sur le régime de la propriété. De même, la séparation entre les forces spirituelles qui interviennent dans la production et le travail manuel, ou, selon une autre formule, la dégradante division du travail en travail manuel et travail intellectuel, est la base même de notre culture, qui est une culture de spécialistes.
La science est un monopole, non pas à cause de la mauvaise organisation de l'instruction publique, mais par sa nature même. Les profanes n'ont accès qu'aux résultats et non aux méthodes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que croire et non assimiler. Le socialisme scientifique lui-même est demeuré le monopole de quelques-uns. Les intellectuels ont malheureusement les mêmes privilèges dans le mouvement ouvrier que dans la société bourgeoise. Il en est de même encore sur le plan politique. Marx avait clairement aperçu que l'oppression étatique repose sur l'existence d'appareils de gouvernement permanents et distincts de la population, à savoir les appareils bureaucratiques, militaires et policiers, mais ces appareils permanents sont l'effet inévitable de la distinction radicale qui existe en fait entre les fonctions de direction et les fonctions d'exécution. Sur ces points encore, le mouvement ouvrier reproduit intégralement les vices de la société bourgeoise. Sur tous les plans, on se heurte au même obstacle. Toute notre civilisation est fondée sur la spécialisation, laquelle implique l'asservissement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent, et sur une telle base, on ne peut qu'organiser et perfectionner l'oppression, mais non pas l'alléger. Loin que la société capitaliste ait élaboré dans son sein les conditions matérielles d'un régime de liberté et d'égalité, l'instauration d'un tel régime suppose une transformation préalable de la production et de la culture. Que Marx et ses disciples aient pu croire cependant à la possibilité d'une démocratie effective sur les bases de la civilisation actuelle, c'est ce qu'on peut comprendre seulement si l'on fait entrer en ligne de compte leur théorie du développement des forces productives. On sait qu'aux yeux de Marx, ce développement constitue, en dernière analyse, le véritable moteur de l'histoire et qu'il est à peu près illimité. Chaque régime social, chaque classe dominante a pour tâche, pour mission historique, de porter les forces productives à un degré sans cesse plus élevé, jusqu'au jour où tout progrès ultérieur est arrêté par les cadres sociaux. À ce moment, les forces productives se révoltent, brisent ces cadres, et une classe nouvelle s'empare du pouvoir. Constater que le régime capitaliste écrase des millions d'hommes, cela ne permet que de le condamner moralement. Ce qui constitue la condamnation historique du régime, c'est le fait qu'après avoir rendu possible le progrès de la production, il y fait à présent obstacle. La tâche des révolutions consiste essentiellement dans l'émancipation, non pas des hommes, mais des forces productives. À vrai dire, il est clair que, dès que celles-ci ont atteint un développement suffisant pour que la production puisse s'accomplir au prix d'un faible effort, les deux tâches coïncident. Et Marx supposait que tel est le cas à notre époque. C'est cette supposition qui lui a permis d'établir un accord indispensable à sa tranquillité morale entre ses aspirations idéalistes et sa conception matérialiste de l'histoire. À ses yeux, la technique actuelle, une fois libérée des formes capitalistes de l'économie, peut donner aux hommes, dès maintenant, assez de loisirs pour leur permettre un développement harmonieux de leurs facultés et par suite faire disparaître dans une certaine mesure la spécialisation dégradante établie par le capitalisme. Et surtout, le développement ultérieur de la technique doit alléger davantage de jour en jour le poids de la nécessité matérielle et par une conséquence immédiate, celui de la contrainte sociale, jusqu'à ce que l'humanité atteigne enfin un état à proprement parler paradisiaque, où la production la plus abondante coûterait un effort insignifiant, où l'antique malédiction du travail serait levée, bref, où serait retrouvé le bonheur d'Adam et Ève avant leur faute. On comprend fort bien, à partir de cette conception, la position des bolcheviks, et pourquoi tous, y compris Trotsky, traitent les idées démocratiques avec un mépris souverain. Ils se sont trouvés impuissants à réaliser la démocratie ouvrière prévue par Marx. Mais ils ne se troublent pas pour si peu de choses, convaincus comme ils sont que toute tentative d'action sociale qui ne consiste pas à développer les forces productives est vouée d'avance à l'échec. D'autre part, que tout progrès des forces productives fait avancer l'humanité sur la voie de la libération, même si c'est au prix d'une oppression provisoire. Avec une pareille sécurité morale, il n'est pas surprenant qu'ils aient étonné le monde par leur force. Il est rare cependant que les croyances réconfortantes soient en même temps raisonnables. Avant même d'examiner la conception marxiste des forces productives, on est frappé par le caractère mythologique qu'elle présente dans toute la littérature socialiste, où elle est admise comme un postulat. Marx n'explique jamais pourquoi les forces productives tendraient à s'accroître. En admettant sans preuve cette tendance mystérieuse, il s'apparente non pas à Darwin, comme il aimait à le croire, mais à Lamarck, qui fondait pareillement
tout son système biologique sur une tendance inexplicable des êtres vivants à l'adaptation. De même, pourquoi est-ce que lorsque les institutions sociales s'opposent au développement des forces productives, la victoire devrait appartenir d'avance à celle-ci plutôt qu'à celle-là? Marx ne suppose évidemment pas que les hommes transforment consciemment leur état social pour améliorer leur situation économique. Il sait fort bien que jusqu'à nos jours, les transformations sociales n'ont jamais été accompagnées d'une conscience claire de leur portée réelle. Il admet donc implicitement que les forces productives possèdent une vertu secrète qui leur permet de surmonter les obstacles. Enfin, pourquoi pose-t-il sans démonstration, comme une vérité évidente, que les forces productives sont susceptibles d'un développement illimité? Toute cette doctrine, sur laquelle repose entièrement la conception marxiste de la Révolution, est absolument dépourvue de tout caractère scientifique. Pour la comprendre, il faut se souvenir des origines hegeliennes de la pensée marxiste. Hegel croyait en un esprit caché à l'œuvre dans l'univers, et que l'histoire du monde est simplement l'histoire de cet esprit du monde, lequel, comme tout ce qui est spirituel, tend indéfiniment à la perfection. Marx a prétendu remettre sur ses pieds la dialectique hegelienne qu'il accusait d'être sans dessus-dessous. Il a substitué la matière à l'esprit comme moteur de l'histoire, mais par un paradoxe extraordinaire, il a conçu l'histoire à partir de cette rectification, comme s'il attribuait à la matière ce qui est l'essence même de l'esprit, une perpétuelle aspiration au mieux. Par là, il s'accordait d'ailleurs profondément avec le courant général de la pensée capitaliste, transférer le principe du progrès de l'esprit aux choses. C'est donner une expression philosophique à ce renversement du rapport entre le sujet et l'objet, dans lequel Marx voyait l'essence même du capitalisme. L'essor de la grande industrie a fait des forces productives la divinité d'une sorte de religion dont Marx a subi malgré lui l'influence en élaborant sa conception de l'histoire. Le terme de religion peut surprendre quand il s'agit de Marx, mais croire que notre volonté converge avec une volonté mystérieuse qui serait à l'œuvre dans le monde et nous aiderait à vaincre, c'est penser religieusement, c'est croire à la providence. D'ailleurs, le vocabulaire même de Marx en témoigne, puisqu'il contient des expressions quasi mystiques telles que la mission historique du prolétariat. Cette religion des forces productives, au nom de laquelle des générations de chefs d'entreprise ont écrasé les masses travailleuses sans le moindre remords, constitue également un facteur d'oppression à l'intérieur du mouvement socialiste. Toutes les religions font de l'homme un simple instrument de la providence. Et le socialisme, lui aussi, met les hommes au service du progrès historique, c'est-à-dire du progrès de la production. C'est pourquoi, quel que soit l'ouvrage infligé à la mémoire de Marx par le culte que lui vouent les oppresseurs de la Russie moderne, il n'est pas entièrement immérité. Marx, il est vrai, n'a jamais eu d'autre mobile qu'une aspiration généreuse à la liberté et à l'égalité. Seulement cette aspiration, séparée de la religion matérialiste avec laquelle elle se confondait dans son esprit, n'appartient plus qu'à ce que Marx nommait dédaigneusement le socialisme utopique. Si l'œuvre de Marx ne contenait rien de plus précieux, elle pourrait être oubliée sans inconvénient, à l'exception du moins des analyses économiques. Mais ce n'est pas le cas. On trouve chez Marx une autre conception que cet hegelianisme à rebours, à savoir un matérialisme qui n'a plus rien de religieux et constitue non pas une doctrine mais une méthode de connaissance et d'action. Il n'est pas rare de voir ainsi, chez d'assez grands esprits, deux conceptions distinctes et même incompatibles se confondre à la faveur de l'imprécision inévitable du langage. Absorbés par l'élaboration d'idées nouvelles, le temps leur manque pour faire l'examen critique de ce qu'ils ont trouvé. La grande idée de Marx, c'est que dans la société aussi bien que dans la nature, rien ne s'effectue autrement que par des transformations matérielles. Les hommes font leur propre histoire, mais dans des conditions déterminées. Désirer n'est rien. Il faut connaître les conditions matérielles qui déterminent nos possibilités d'action, et dans le domaine social, ces conditions sont définies par la manière dont l'homme obéit aux nécessités matérielles en subvenant à ses propres besoins, autrement dit par le mode de production. Une amélioration méthodique de l'organisation sociale suppose au préalable une étude approfondie du mode de production, pour chercher à savoir d'une part ce qu'on peut en attendre, dans l'avenir immédiat et lointain du point de vue du rendement, d'autre part quelles formes d'organisation sociale et de culture sont compatibles avec lui, et enfin comment il peut être lui-même transformé.
Seuls des êtres irresponsables peuvent négliger une telle étude et prétendre néanmoins à régenter la société, et par malheur, tel est le cas partout, aussi bien dans les milieux révolutionnaires que dans les milieux dirigeants. La méthode matérialiste, cet instrument que nous a légué Marx, est un instrument vierge. Aucun marxiste ne s'en est véritablement servi, à commencer par Marx lui-même. La seule idée vraiment précieuse qui se trouve dans l'œuvre de Marx est la seule aussi qui ait été complètement négligée. Il n'est pas étonnant que les mouvements sociaux issus de Marx aient fait faillite. La première question à poser est celle du rendement du travail. A-t-on des raisons de supposer que la technique moderne, à son niveau actuel, soit capable, dans l'hypothèse d'une répartition équitable, d'assurer à tous assez de bien-être et de loisirs pour que le développement de l'individu cesse d'être entravé par les conditions modernes du travail? Il semble qu'il y ait à ce sujet beaucoup d'illusions, savamment entretenues par la démagogie. Ce ne sont pas les profits qu'il faut calculer. Ceux des profits qui sont réinvestis dans la production seraient dans l'ensemble ôtés aux travailleurs sous tous les régimes. Il faudrait pouvoir faire la somme de tous les travaux dont on pourrait se dispenser au prix d'une transformation du régime de la propriété. Encore la question ne serait-elle pas résolue par là? Il faut tenir compte des travaux qu'impliquerait la réorganisation complète de l'appareil de production, réorganisation nécessaire pour que la production soit adaptée à sa fin nouvelle, à savoir le bien des masses. Il ne faut pas oublier que la fabrication des armements ne serait pas abandonnée avant que le régime capitaliste ne soit détruit partout. Surtout, il faut prévoir que la destruction du profit individuel, tout en faisant disparaître certaines formes de gaspillage, en susciterait nécessairement d'autres. Des calculs précis sont évidemment impossibles à établir, mais ils ne sont pas indispensables pour apercevoir que la suppression de la propriété privée serait loin de suffire à empêcher que le labeur des mines et des usines continue à peser comme un esclavage sur ceux qui y sont assujettis. Mais si l'état actuel de la technique ne suffit pas à libérer les travailleurs, peut-on du moins raisonnablement espérer qu'elle soit destinée à un développement illimité qui impliquerait un accroissement illimité du rendement du travail? C'est ce que tout le monde admet, chez les capitalistes comme chez les socialistes, et sans la moindre étude préalable de la question. Il suffit que le rendement de l'effort humain ait augmenté d'une manière inouïe depuis 3 siècles pour qu'on s'attende à ce que cet accroissement se poursuive au même rythme. Notre culture soi-disant scientifique nous a donné cette funeste habitude de généraliser, d'extrapoler arbitrairement, au lieu d'étudier les conditions d'un phénomène et les limites qu'elles impliquent. Et Marx, que sa méthode dialectique devait préserver d'une telle erreur, y est tombé sur ce point comme les autres. Le problème est capital, et de nature à déterminer toutes nos perspectives. Il faut le formuler avec la dernière précision. À cet effet, il importe de savoir tout d'abord en quoi consiste le progrès technique, quels facteurs y interviennent et examiner séparément chaque facteur, car on confond sous le nom de progrès technique des procédés entièrement différents et qui offrent des possibilités de développement différentes. Les premiers procédés qui s'offrent à l'homme pour produire plus avec un effort moindre, c'est l'utilisation de sources naturelles d'énergie. Et il est vrai en un sens qu'on ne peut assigner au bienfait de ce procédé une limite précise, parce qu'on ignore quelles nouvelles énergies l'on pourra un jour utiliser, mais ce n'est pas à dire qu'il puisse y avoir dans cette voie des perspectives de progrès indéfinies, ni que les progrès y soient en général assurés. Car la nature ne donne pas cette énergie sous quelque forme que celle-ci se présente, force animale, houille ou pétrole. Il faut lui arracher et la transformer par notre travail pour l'adapter à nos fins propres. Or, ce travail ne devient pas nécessairement moindre à mesure que le temps passe. Actuellement, c'est même le contraire qui se produit pour nous, puisque l'extraction de la houille et du pétrole devient sans cesse et automatiquement moins fructueuse et plus coûteuse. Bien plus, les gisements actuels connus sont destinés à s'épuiser au bout d'un temps relativement court. On peut trouver de nouveaux gisements, mais la recherche, l'installation d'exploitations nouvelles, dont certaines sans doute échoueront, tout cela sera coûteux. Au reste, nous ne savons pas combien il existe en général de gisements inconnus, et de toute manière, la quantité n'en sera pas illimitée. On peut aussi, et on devra sans doute un jour trouver des sources d'énergie nouvelles. Seulement, rien ne garantit que l'utilisation en exigera moins de travail que l'utilisation de la houille et des huiles lourdes. Le contraire est généralement possible.
Il peut même arriver à la rigueur que l'utilisation d'une source d'énergie naturelle coûte un travail supérieur aux efforts humains que l'on cherche à remplacer. Sur ce terrain, c'est le hasard qui décide, car la découverte d'une source d'énergie nouvelle est facilement accessible ou d'un procédé économique de transformation pour une source d'énergie connue n'est pas de ces choses auxquelles on soit sûr d'arriver à condition de réfléchir à une méthode et d'y mettre le temps. On se fait illusion à ce sujet parce qu'on a l'habitude de considérer le développement de la science du dehors et en bloc. On ne se rend pas compte que si certains résultats scientifiques dépendent uniquement du bon usage que fait le savant de sa raison, d'autres ont pour condition d'heureuses rencontres. C'est le cas en ce qui concerne l'utilisation des forces de la nature. Certes, toute source d'énergie est transformable à coup sûr, mais le savant n'est pas plus sûr de rencontrer au cours de ses recherches quelque chose d'économiquement avantageux que l'explorateur de parvenir à un territoire fertile. C'est de quoi on peut trouver un exemple instructif dans les fameuses expériences concernant l'énergie thermique des mers, autour desquelles on a fait tant de bruit et si vainement. Or, dès lors que le hasard entre en jeu, la notion de progrès continu n'est plus applicable. Ainsi, espérer que le développement de la science amènera quelques jours, d'une manière en quelque sorte automatique, la découverte d'une source d'énergie qui sera utilisable d'une manière presque immédiate pour tous les besoins humains, c'est rêver. On ne peut démontrer que ce soit impossible. Et à vrai dire, il est possible aussi qu'un beau jour, quelques transformations soudaines de l'ordre astronomique octroient à de vastes étendues du globe terrestre le climat enchanteur qui permet, dit-on, à certaines peuplades primitives de vivre sans travail. Mais les possibilités de cet ordre ne doivent jamais entrer en ligne de compte. Dans l'ensemble, il ne serait pas raisonnable de prétendre déterminer dès maintenant ce que l'avenir réserve au genre humain en ce domaine. Il n'existe par ailleurs qu'une autre ressource permettant de diminuer la somme des de l'effort humain, à savoir ce que l'on peut nommer, en se servant d'une expression moderne, la rationalisation du travail. On y peut distinguer deux aspects, l'un qui concerne le rapport entre les efforts simultanés, l'autre le rapport entre les efforts successifs. Dans les deux cas, le progrès consiste à augmenter le rendement des efforts par la manière dont on les combine. Il est clair que dans ce domaine, on peut à la rigueur faire abstraction des hasards, et que la notion de progrès y a un sens. La question est de savoir si ce progrès est illimité et dans le cas contraire, si nous sommes encore loin de la limite. En ce qui concerne ce qu'on peut nommer la rationalisation du travail dans l'espace, les facteurs d'économie sont la concentration, la division et la coordination des travaux. La concentration du travail implique la diminution de toutes sortes de dépenses qu'on peut englober sous le nom de frais généraux, parmi lesquels les dépenses concernant le local, le transport, parfois l'outillage. La division du travail, elle, a des effets beaucoup plus étonnants. Tantôt elle permet d'obtenir une rapidité considérable dans l'exécution d'ouvrages que des travailleurs isolés pourraient accomplir aussi bien, mais beaucoup plus lentement, et cela parce que chacun devrait faire pour son compte l'effort de coordination que l'organisation du travail permet à un seul homme d'assumer pour le compte de beaucoup d'autres. La célèbre analyse d'Adam Smith concernant la fabrication des épingles en fournit un exemple. Tantôt, et c'est ce qui importe le plus, la division et la coordination des efforts rend impossible des œuvres colossales qui dépasseraient infiniment les possibilités d'un seul homme. Il faut tenir compte aussi des économies que permet, en ce qui concerne les transports d'énergie et de matières premières, la spécialisation par région. Et sans doute encore de bien d'autres économies qu'il serait trop long de rechercher. Quoi qu'il en soit, dès qu'on jette un regard sur le régime actuel de la production, il semble assez clair non seulement que ces facteurs d'économie comportent une limite au-delà de laquelle ils deviennent facteurs de dépenses, mais encore que cette limite est atteinte et dépassée. Depuis des années déjà, l'agrandissement des entreprises s'accompagne non d'une diminution, mais d'un accroissement des frais généraux. Le fonctionnement de l'entreprise, devenu trop complexe pour permettre un contrôle efficace, laisse une marge de plus en plus grande au gaspillage et suscite une extension accélérée et sans doute dans une certaine mesure parasitaire du personnel affecté à la coordination des diverses parties de l'entreprise. L'extension des échanges, qui a autrefois joué un rôle formidable comme facteur de progrès économique, se met elle aussi à causer plus de frais qu'elle n'en évite, parce que les marchandises restent longtemps improductives,
parce que le personnel affecté aux échanges s'accroît lui aussi à un rythme accéléré, et parce que les transports consomment une énergie sans cesse accrue en raison des innovations destinées à augmenter la vitesse, innovations nécessaires de plus en plus coûteuses et de moins en moins efficaces à mesure qu'elles se succèdent. Ainsi, à tous ces égards, le progrès se transforme aujourd'hui d'une manière à proprement parler mathématique en régression. Le progrès, dû à la coordination des efforts dans le temps, est sans doute le facteur le plus important du progrès technique. Il est aussi le plus difficile à analyser. Depuis Marx, on a coutume de le désigner en parlant de la substitution du travail mort au travail vivant. Formule d'une redoutable imprécision, en ce sens qu'elle évoque l'image d'une évolution continue vers une étape de la technique où, si l'on peut parler ainsi, tous les travaux à faire seraient déjà faits. Cette image est aussi chimérique que celle d'une source naturelle d'énergie qui serait aussi immédiatement accessible à l'homme que sa propre force vitale. La substitution dont il s'agit met simplement à la place des mouvements qui permettraient d'obtenir directement certains résultats, d'autres mouvements qui produisent ce résultat indirectement grâce à la disposition assignée à des choses inertes. C'est toujours confié à la matière, ce qui semblerait être le rôle de l'effort humain, mais au lieu d'utiliser l'énergie que fournissent certains phénomènes naturels, on utilise la résistance, la solidité, la dureté que possèdent certains matériaux. Dans un cas comme dans l'autre, les propriétés de la matière aveugle et indifférente ne peuvent être adaptées aux fins humaines que par le travail humain. Et dans ce cas comme dans l'autre, la raison interdit d'admettre à l'avance que ce travail d'adaptation doit nécessairement être inférieur à l'effort que devraient fournir les hommes pour atteindre directement la fin qu'ils ont en vue. Mais alors que l'utilisation des sources naturelles d'énergie dépend pour une part considérable des rencontres imprévisibles, l'utilisation des matériaux inertes et résistants s'est effectuée dans l'ensemble selon une progression continue que l'on peut embrasser et prolonger par la pensée lorsqu'on a une fois aperçu le principe. La première étape, vieille comme l'humanité, consiste à confier à des objets placés en des lieux convenables tous les efforts de résistance ayant pour but d'empêcher certains mouvements de la part de certaines choses. La deuxième étape définit le machinisme proprement dit. Le machinisme est devenu possible le jour où l'on s'est aperçu que l'on pouvait non seulement utiliser la matière inerte pour assurer l'immobilité là où il le fallait, mais encore la charger de conserver les rapports permanents des mouvements entre eux. Rapports qui jusque-là devaient être à chaque fois établis par la pensée. À cette fin, il suffit que l'on ait pu inscrire ces rapports en les transposant dans les formes imprimées à la matière solide. C'est ainsi qu'un des premiers progrès qui ait ouvert la voie au machinisme a consisté à dispenser le tisserand d'adapter le choix des fils à tirer sur son métier au dessin de l'étoffe. Et cela grâce à un carton percé de trous qui correspond au dessin. Si l'on a pu obtenir les transpositions de cet ordre dans les diverses espèces de travail que peu à peu, et grâce à des inventions apparemment dues à l'inspiration ou au hasard, c'est parce que le travail manuel combine les éléments permanents qu'il contient de manière à les dissimuler le plus souvent sous une apparence de variété. C'est pourquoi le travail parcellaire des manufactures a dû précéder la grande industrie. Enfin, la troisième et dernière étape correspond à la technique automatique qui ne fait que commencer à apparaître. Le principe en réside dans la possibilité de confier à la machine non seulement une opération toujours identique à elle-même, mais encore un ensemble d'opérations variées. Cet ensemble peut être aussi vaste, aussi complexe qu'on voudra, il est seulement nécessaire qu'il s'agisse d'une variété définie et limitée à l'avance. La technique automatique, qui se trouve encore à un état en quelque sorte primitif, peut donc théoriquement se développer indéfiniment. Et l'utilisation d'une telle technique pour satisfaire les besoins humains ne comporte d'autres limites que celles qu'impose la part de l'imprévu dans les conditions de l'existence humaine. Si l'on pouvait concevoir des conditions de vie ne comportant absolument aucun imprévu, le mythe américain du robot aurait un sens, et la suppression complète du travail humain par un aménagement systématique du monde serait possible. Il n'en est rien, et ce ne sont là que fictions. Encore, ces fictions seraient-elles utiles à élaborer à titre de limite idéale si les hommes avaient du moins le pouvoir de diminuer progressivement par une méthode quelconque cette part d'imprévu dans leur vie? Mais ce n'est pas le cas non plus, et jamais aucune technique ne dispensera les hommes de renouveler et d'adapter continuellement à la sueur de leur front l'outillage dont ils se servent.
Dans ces conditions, il est facile de concevoir qu'un certain degré d'automatisme puisse être plus coûteux en efforts humains qu'un degré moins élevé. Du moins, est-ce facile à concevoir abstraitement. Il est presque impossible d'arriver en cette matière à une appréciation concrète à cause du grand nombre de facteurs qu'il faudrait faire entrer en ligne de compte. L'extraction des métaux dont les machines sont faites ne peut s'opérer qu'avec du travail humain, et comme il s'agit de mines, le travail devient de plus en plus pénible à mesure qu'il s'effectue, sans compter que les gisements connus risquent de s'épuiser d'une manière relativement rapide. Les hommes se reproduisent, non le fer. Il ne faut pas oublier non plus, bien que les bilans financiers, les statistiques, les ouvrages des économistes dédaignent de le noter, que le travail des mines est plus douloureux, plus épuisant, plus dangereux que la plupart des autres travaux. Le fer, le charbon, la potasse, tous ces produits sont souillés de sang. Au reste, les machines automatiques ne sont avantageuses qu'autant que l'on s'en sert pour produire en série et en quantité massive. Leur fonctionnement est donc lié au désordre et au gaspillage qu'entraîne une centralisation économique exagérée. D'autre part, elles créent la tentation de produire beaucoup plus qu'il n'est nécessaire pour satisfaire les besoins réels, ce qui amène à dépenser sans profit des trésors de forces humaines et de matières premières. Il ne faut pas négliger non plus les dépenses qu'entraîne tout progrès technique à cause des recherches préalables, de la nécessité d'adapter à ce progrès d'autres branches de la production, de l'abandon du vieux matériel qui est souvent rejeté alors qu'il aurait pu servir encore longtemps. Rien de tout cela n'est susceptible d'être même approximativement mesuré. Il est seulement clair, dans l'ensemble, que plus le niveau de la technique est élevé, plus les avantages que peuvent apporter des progrès nouveaux diminuent par rapport aux inconvénients. Nous n'avons cependant aucun moyen de nous rendre clairement compte si nous sommes près ou loin de la limite à partir de laquelle le progrès technique doit se transformer en facteur de régression économique. Nous pouvons simplement essayer de le deviner empiriquement, d'après la manière dont évolue l'économie actuelle. Or, ce que nous voyons, c'est que depuis quelques années, dans presque toutes les industries, les entreprises refusent systématiquement d'accueillir les innovations techniques. La presse socialiste et communiste tire de ce fait des déclamations éloquentes contre le capitalisme, mais elle omet d'expliquer par quel miracle des innovations actuellement dispendieuses deviendraient économiquement avantageuses en régime socialiste ou soi-disant tel. Il est plus raisonnable de supposer que dans ce domaine, nous ne sommes pas loin de la limite du progrès utile. Et même, étant donné que la complication des rapports économiques actuels et l'extension formidable du crédit empêchent les chefs d'entreprise de s'apercevoir immédiatement qu'un facteur autrefois avantageux a cessé de l'être, on peut conclure, avec toutes les réserves qui conviennent concernant un tel problème aussi confus, que vraisemblablement, cette limite est déjà dépassée. Une étude sérieuse de la question devrait à vrai dire prendre en considération bien d'autres éléments. Les divers facteurs qui contribuent à accroître le rendement du travail ne se développent pas séparément. Bien qu'il faille les séparer dans l'analyse, ils se combinent et ces combinaisons produisent des effets difficiles à prévoir. Au reste, le progrès technique ne sert pas seulement à obtenir à peu de frais ce qu'on obtenait auparavant avec beaucoup d'efforts, il rend aussi possible des ouvrages qui auraient été sans lui presque inimaginables. Il y aurait lieu d'examiner la valeur de ces possibilités nouvelles, en tenant compte du fait qu'elles ne sont pas seulement possibilités de construction, mais aussi de destruction. Mais une telle étude devrait obligatoirement tenir compte des rapports économiques et sociaux qui sont nécessairement liés à une forme déterminée de la technique. Pour l'instant, il suffit d'avoir compris que la possibilité de progrès ultérieur en ce qui concerne le rendement du travail n'est pas hors de doute, que selon toute apparence, on a présentement autant de raisons de s'attendre à le voir diminuer qu'augmenter. Et ce qui est le plus important, qu'un accroissement continu et illimité de ce rendement est à proprement parler inconcevable. C'est uniquement l'ivresse produite par la rapidité du progrès technique qui a fait naître la folle idée que le travail pourrait un jour devenir superflu. Sur le plan de la science pure, cette idée s'est traduite par la recherche de la machine à mouvement perpétuel, c'est-à-dire de la machine qui produirait indéfiniment du travail sans jamais en consommer. Et les savants en ont fait prompte justice en pesant la loi de la conservation de l'énergie. Dans le domaine social, les divagations sont mieux accueillies. L'étape supérieure du communisme.
considéré par Marx comme le dernier terme de l'évolution sociale et, en somme, une utopie absolument analogue à celle du mouvement perpétuel. Et c'est au nom de cette utopie que les révolutionnaires ont versé leur sang. Pour mieux dire, ils ont versé leur sang au nom de cette utopie ou de la croyance également utopique que le système de production actuel pourrait être mis par un simple décret au service d'une société d'hommes libres et égaux. Quoi d'étonnant si tout ce sang a coulé en vain? L'histoire du mouvement ouvrier s'éclaire ainsi d'une lumière cruelle, mais particulièrement vive. On peut la résumer tout entière en remarquant que la classe ouvrière n'a jamais fait preuve de force qu'autant qu'elle a servi autre chose que la révolution ouvrière. Le mouvement ouvrier a pu donner l'illusion de la puissance aussi longtemps qu'il s'est agi pour lui de contribuer à liquider les vestiges de la féodalité, à aménager la domination capitaliste, soit sous la forme du capitalisme privé, soit sous la forme du capitalisme d'État, comme ce fut le cas en Russie. À présent que sur ce terrain son rôle est terminé, et que la crise pose devant lui le problème de la prise effective du pouvoir par les masses travailleuses, il s'effrite et se dissout avec une rapidité qui brise le courage de ceux qui avaient mis leur foi en lui. Sur ces ruines se déroulent des controverses interminables qui ne peuvent s'apaiser que par les formules les plus ambiguës, car parmi tous les hommes qui s'obstinent encore à parler de révolution, il n'y a peut-être parmi eux pas deux qui attribuent à ce terme le même contenu. Et cela n'a rien d'étonnant. Le mot de révolution est un mot pour lequel on tue, pour lequel on meurt, pour lequel on envoie les masses populaires à la mort, mais qui n'a aucun contenu. Peut-être, cependant, peut-on donner un sens à l'idéal révolutionnaire. Sinon, en tant que perspective possible, du moins en tant que limite théorique des transformations sociales réalisables. Ce que nous demanderions à la révolution, c'est l'abolition de l'oppression sociale. Mais pour que cette notion ait au moins des chances d'avoir une signification quelconque, il faut avoir soin de distinguer entre oppression et subordination des caprices individuels à un ordre social. Tant qu'il y aura une société, elle enfermera la vie des individus dans des limites fort étroites et leur imposera ses règles. Mais cette contrainte inévitable ne mérite d'être nommée oppression que dans la mesure où, du fait qu'elle provoque une séparation entre ceux qui l'exercent et ceux qui la subissent, elle met les seconds à la discrétion des premiers et fait ainsi peser à l'écrasement physique et moral la pression de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. Même après cette distinction, rien ne permet, au premier abord, de supposer que la suppression de l'oppression soit ou possible ou même seulement concevable à titre de limite. Marx a fait voir avec force dans des analyses dont lui-même a méconnu la portée que le régime actuel de la production, à savoir la grande industrie, réduit l'ouvrier à n'être qu'un rouage de la fabrique et un simple instrument aux mains de ceux qui le dirigent. Et il est vain d'espérer que le progrès technique puisse, par une diminution progressive et continue de l'effort de la production, alléger jusqu'à faire presque disparaître le double poids sur l'homme, de la nature et de la société. Le problème est donc bien clair. Il s'agit de savoir si l'on peut concevoir une organisation de la production qui, bien qu'impuissante à éliminer les nécessités naturelles et la contrainte sociale qui en résulte, leur permettrait du moins de s'exercer sans écraser sous l'oppression les esprits et les corps. À une époque comme la nôtre, avoir saisi clairement ce problème est peut-être une condition pour pouvoir vivre en paix avec soi. Si l'on arrive à concevoir concrètement les conditions de cette organisation libératrice, il ne reste qu'à exercer, pour se diriger vers elle, toute la puissance d'action, petite ou grande, dont on dispose. Et si l'on comprend clairement que la possibilité d'un tel mode de production n'est pas même concevable, on y gagne du moins de pouvoir légitimement se résigner à l'oppression, et cesser de s'en croire complice du fait qu'on ne fait rien d'efficace pour l'empêcher. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Alors je vais faire un petit commentaire qui vaut ce qui vaut. Mais voilà, j'ai trouvé ce texte surprenant, mais très compliqué d'ailleurs, mais aussi surprenant parce que il est question, à mes yeux, d'écologie. Alors je suppose que Simone Veil à l'époque aurait certainement pas utilisé ce mot-là, mais le fait de parler d'énergie, de parler de ressources, je trouve ça très actuel. Et bon, alors bien sûr, ça, la prospective qu'elle a, elle est dépassée aujourd'hui, hein, on vit dans le futur par rapport à elle. Mais voilà, ce qui est intéressant pour moi de retenir de ce qu'elle dit à ce moment-là,
c'est le poids des structures, donc, qui est quelque chose de éminemment marxiste. Donc elle utilise un argument marxiste pour critiquer le marxisme, c'est celui des structures de production en particulier. Et la critique pour moi, si je devais la formuler, ce serait que les structures de production ne sont pas suffisantes pour faire en sorte d'avoir un régime politique qui limite au maximum l'oppression. Et ce que j'ai compris de ce que dit Simone Weil, c'est l'oppression, elle est culturelle aussi, et il faut se débarrasser de l'oppression culturelle dans les rapports de production, dans le travail, mais aussi dans la société, puisque, comme elle le dit, en tout cas comme je le comprends, l'oppression ne se situe pas simplement dans l'organisation des moyens de production. Voilà, donc je ne vais pas faire beaucoup plus long pour le commentaire. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute, et rappelez-vous, le savoir ne vaut que s'il est utilisé par les petits pour se défendre contre les gros. La somme de ces défenses s'appelle l'intérêt général. Organisez-vous.